Maintenant, on va passer à la dernière partie de cette vidéo qui est consacrée à la dernière chambre, qui est la chambre qui est celle qui me... Voilà, hein, dont il m'a fallu du temps pour accepter son arrivée, qui est donc la chambre sacro-sainte. On va commencer par l'unité de base des sacro-saintes, qui sont les Sekitors. Alors, les Sekitors, comme par hasard, j'ai fermé le bouquin. Je suis vraiment un sacré génie. Je passe mon temps à ouvrir et fermer des bouquins. Les Sekitors sont à 120 points. Ils ont commencé leur carrière à 130, ils sont à 120 points. Bah ouais, écoutez, ils ont perdu 10 points. Est-ce que c'était mérité, est-ce que c'était pas mérité? Je suis pas certain que ce soit très mérité, ils sont très forts. Alors, pourquoi est-ce qu'ils sont très forts? Déjà parce qu'ils ont leur armement de base qui est sur du 3+, 3+. Et on peut leur mettre des épées à la place de leur marteau. On va dire que c'est des marteaux, hein, les masses de Storm Smite. On va dire que c'est des marteaux et épées. Et 2 attaques en 3+, 3+, c'est plus intéressant que 3 attaques en 3+, 4+. D'accord? C'est plus intéressant. Parce que, en fait, là, il y a passer du 50% de chance à 35% de chance de toucher. Ça fait une grosse différence. Et une plus grosse différence qu'une attaque supplémentaire. Donc, on les joue avec des masses. 2 figurines sur 5 peuvent être équipées d'une arme lourde, et l'arme lourde, elle est sur du... Elle est pas sur du 4+, comme pour les Libérators, elle est sur du 3+, 3+. Et en plus, eh bien, forcément, on met l'arme lourde sur notre Sekitor Prime, sur notre champion, et donc on ajoute plus une attaque. Donc, on a en fait, dans notre armée, dans notre régiment, 5 attaques en arme lourde. Parce qu'il y en a une qui est sur notre champion, donc qui fait 3 attaques et pas une. Alors, si il est armé d'une arme de base, si on lui met pas l'arme lourde, eh ben, il a un bouclier d'âme, et du coup, ça fait quoi? Ah oui, il a une cage de rédemption. Et la cage de la rédemption, ça fait... au début de la phase de combat, vous devez dire si cette unité va canaliser la puissance adhérée de ses armes... Ah non, pardon, cage de rédemption, c'est au-dessus. Au début de phase de tir, vous pouvez choisir une unité du chaos ou de la mort, à 6 ou moins. Sur un jet de 4+, l'unité subit une blessure mortelle. Bon, c'est un truc qu'on ne voit jamais parce que c'est trop spécifique. Tout le monde met une grande masse à deux mains dans la main de son champion. Ensuite, ils ont ici le souffle de la grande masse. Si le jet de touche modifié avec une est effectué par une grande masse, c'est une unité de démon ou de Night Hunt. Donc là, c'est encore plus spécifique. Donne 6, inflige des 3 touches au lieu à la cible de 1. Effectuer un jet de blessure et de sauvegarde pour chaque touche. Bien sûr, ça fonctionne, c'est normal. Bon, ça, cette règle-là, elle est très spécifique. Celle-ci est aussi très spécifique. Aujourd'hui, croisé du démon, c'est plus fréquent que ce que cela a été avant. Croisé du Night Hunt, c'est moins fréquent que ce que cela a été avant, mais c'est pas grave. Pas pour ça, quoi. C'est clairement pas pour ça qu'on joue cette armée. On joue cette unité, on la joue parce que... Bon, le bouclier d'âme, c'est... on relance le jet de sauvegarde de 1, c'est comme ils l'ont appelé bouclier d'âme, mais c'est un bouclier de Stormcast, hein, tout simplement. Canalisation éthérique de Sekitor, vous choisissez au début de votre phase de combat. Non, c'est bon, j'ai cru que ça s'était coupé ma webcam. Vous choisissez de renforcer soit les armes, soit les boucliers. Si vous renforcez les armes, vous pouvez relancer les jets de touche ratés pour les stacks effectués avec cette unité à cette phase de combat. Si vous renforcez les boucliers, vous pouvez relancer les jets de sauvegarde ratés. C'est super fort. C'est super fort. Les Libérators, ils relancent les 1 quand ils ont 2 armes de base. Eux, c'est tout le jet, que ce soit un 1 ou un 2. Et de base, ils relancent les 1 à la sauvegarde. Et si vous décidez de tanker, et ben vous relancez tout le jet. 1, 2, 3. C'est super fort. Et en plus, comme je viens de vous le dire, je l'ai répété, ils ont 5 attaques d'armes lourdes. Alors que les Stormcast, les Libérators, au mieux, ils en ont 3. Enfin bon, et c'est sur du 3+, 4+, pour les Libérators. Ou 4+, 3+, si vous avez pris
le marteau. Bref, les Sekitors, aujourd'hui à 120 points, ils les valent. Pour moi, ils auraient pu rester à 130 points. Et je dis pas ça parce que je les aime pas. Vraiment, c'est une très bonne unité. C'est une très bonne unité. Après, pour être une unité de ligne, il faut nécessairement... Là, il est avec son truc qu'on l'équipe jamais comme ça. On l'équipe jamais comme ça. On aura toujours le format... Alors là, ils sont avec des épées, mais pareil, ils n'auront jamais les épées, parce que c'est pas bien. On aura toujours le format... Où est-ce que... Ils l'ont pas mis. Voilà, on aura toujours ce format-là. Champion avec l'arme à deux mains. Et pour que ce soit une unité de ligne, il faut que votre général, ce soit un lord... alors, là, ça, c'était... Le Lord Aquilor, c'est pour que les Hunters soient des lignes. Et il faut que ce soit un Lord Arcanum. Un Lord Arcanum qui soit votre général. Donc, que ce soit un Lord Arcanum à pied, un Lord Arcanum sur Griffe Chargeur ou un Lord Arcanum sur... comment ça s'appelle ça déjà machin chose. Chien-loup, j'ai oublié son nom. De toute façon, je vais les voir, on va les voir juste après. Les évocators sur truc bidule. Dracon Line, voilà. Donc voilà, vous avez besoin de ce type d'unité pour en faire votre... il faut que ce soit votre général pour que vous puissiez les avoir comme champion. Comme unité de base. Ensuite viennent deux unités, les Castigators et la Celestar Ballista. Je vais être honnête, au début, à leur sortie, les Castigators, j'avais un peu du mal avec eux. Alors, pour deux raisons très simples. Voilà. Deux raisons très simples. Alors là, c'est dommage, parce que les Castigators, ils sont que en easy to build, aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont que en easy to build. Si vous voulez avoir du Castigator pas en easy to build, alors là, ici, dans ce format dans cette boîte-là, ils sont en easy to build. Ils sont pas chiés. Ils ont foutu le truc en easy to build dans cette boîte-là. C'est une très bonne boîte. C'est une très très bonne boîte. Très intéressante. La Broken Realms, super ajout. Super ajout ce truc. J'ai pas encore lu le bouquin, mais j'ai pas encore acheté, mais super ajout. Ici, ils sont en easy to build. Et là, Tempête d'âme. Alors là, ils sont aussi en easy to build, mais c'est un autre format de figurines. C'est d'autres figurines. C'est d'autres figurines. Donc, voilà. Mais c'est un peu dommage parce que là, c'est quand même un peu spécifique comme truc. Après, ce qui est sympa, c'est que du coup, vous avez un griffe Hound gratos, quoi, dans la boîte. Alors, les Castigators. Moi, ce qui me déplaisait un peu dedans, c'est que j'avais un peu du mal avec la forme de leurs armes. J'étais pas fan de la forme de leurs armes. Mais aujourd'hui, ce qui fait que je les aime bien, c'est que pour moi, c'est l'équivalent, c'est ce qu'aurait pu être les Judicators avec des arbalètes. En fait. Pour moi, si vous ne voulez pas avoir les archers, enfin les Judicators en arc, et que vous auriez aimé plutôt jouer un équivalent arbalète, et ben prenez les Castigators. Prenez les Castigators. Ils vont pas faire plus de tirs, mais leur format de jeu fait que vous pouvez en mettre plus, parce qu'en fait, ils sont moins chers. Pardon, excusez-moi. Je vais à nouveau me désaltérer, j'ai la gorge toute sèche. Ah, mais j'avais prévu jusqu'à 23h30, en fait, ça va aller largement. Bon, écoutez. Les Castigators. Déjà, ils ont une portée de 18, ce qui est bien. Fait un mouvement de 5, sauvegarde de 4+, bravo de 7, blessure de 2. Ils ont un leader. Le leader, il touche sur du 2+. Ils ont un +1 pour toucher au tir. Donc voilà, c'est normal. C'est bien. Ils ont une perforation de 1, un dégât de 1, 3+,
Voilà, c'est super. Leur crosse lourde au corps à corps, c'est pas grave, on s'en fout, ils sont pas là pour être touchés. Pour taper au corps à corps. Ce qui est particulier, c'est que ce sont des unités de 3 figurines. Ce sont des unités de 3 figurines et qui prennent combien de points? 70 points, je crois. 70 points. Je vais tout de suite vérifier. Où est-ce qu'ils sont? Castigator, 70 points pour 3 figurines, exactement. Et donc ça veut dire qu'en fait, on a nos Judicators qui sont à 140 points et qui ont une arme lourde. Eux, ils n'ont pas d'arme lourde. Mais pour 170 ou pour 140 points, je dis 170, hein, non, on a 70 points pour eux, donc il y a 3 figurines. Les autres, ils sont 5 figurines, et avec une arme lourde à 140 points. Donc en fait, pour 140 et 140 points, on peut avoir d'un côté 6 figurines, et de l'autre 5 figurines, et dont une avec arme lourde. Sachant que dans l'autre avec les 6 figurines, on peut faire 2 unités de Castigator. 2 unités de Castigator, donc 2 Prime. Et leur intérêt, ce n'est pas l'explosion d'énergie céleste qui affecte les démons et les Night Out, on s'en fout, c'est trop du cas par cas. Ce qui nous intéresse, c'est la canalisation éthérique de Castigator. Au début de la phase de tir, vous devez dire si cette unité va améliorer la précision ou la puissance de ses grands arcs. Si vous améliorez la précision, vous pouvez relancer les jets de touche de 1. Si vous choisissez les dégâts, vous avez une perforation de 2 et au lieu de 1. Et ça, c'est très très bien. C'est ce qui rend cette unité du coup très bien et tout à fait en fait intéressante en comparaison de l'arme lourde et des nombreux tirs des Judicators. Et là, on a 2 unités qui ont des rôles différents parce que là, on peut avoir 70 points, donc en fait, on peut boucher un petit trou dans notre unité, dans notre armée à la fin en mettant « Ah, il me reste 70 points, boum, je peux avoir 3 archers en plus sous le coude. » Et puis du coup, ils remplacent pas, ils peuvent venir compenser. On peut déjà avoir une unité de Judicator à 140 points. Et si en plus, à la fin, il vous reste 80 points ou 70 points, vous rajoutez une unité de Castigator, et puis ils auront qu'à se tenir juste devant vos libérateurs pour pouvoir tirer avec leur portée de 18, il n'y a pas de problème. Et ils auront vous allez les donner, vous pouvez leur donner le même rôle ou vous pouvez leur donner des rôles complètement différents et se tenir en appui ailleurs sur le champ de bataille, il n'y a pas de problème. Et c'est pas une unité bâtarde du tout. Voilà, c'est une bonne unité. C'est une bonne unité. Moi je la joue. Alors, Castigator, c'est bien. Autant les Sekitor, je ne vous les recommande pas parce que je trouve qu'il y a 120 points, même s'ils sont très bien en termes de stats, voilà, je suis pas content qu'ils aient été inventés de cette manière-là. Pour moi, les Castigator, je vais vous dire, je l'ai déjà dit, je n'arrête pas de le dire, pour moi, les Castigator, ça devait être une unité de lancier. Les Castigators, ça devait être une unité de 5 lanciers qui aurait été constituée comme suit pour aller avec les Liberators. Leur règle, elle aurait été très très simple. Ça aurait été des lanciers qui tiennent leur lance à 2 mains, avec une portée de 3 pouces. Ils n'ont pas de bouclier, ils sont en armure, machin, tout ça, mais il n'y a pas de champion. Ou il y a un champion, mais le champion, en fait, c'est un porte-étendard ou ou un musicien, ou un truc comme ça, un truc un peu stylé. Ils n'auraient pas eu d'armes lourdes. Et en fait, ils auraient eu comme règle, s'ils se tiennent à 1 pouce d'une unité de Liberator, ils bénéficient de leur bouclier, de leur bonus pour relancer les sauvegardes de 1 avec leur bouclier. Et ils auraient eu une autre règle qui aurait été pour chaque unité de Liberator dans l'armée, l'unité de Sekitor compte comme une ligne. En fait, on aurait vraiment eu un concept de en première ligne, en premier rang, vous mettiez vos 5 Liberators avec bouclier, et juste derrière, vous mettez vos 5 Sekitor, et on a un champion dans les Liberators, et dans les Sekitor derrière, on a le reste de l'unité d'état-major, voilà, plus un en mouvement, ou plus un en bravoure, etc., etc. Et on aurait eu quelque chose de
qui auraient été en fait cohérents, ils se seraient suppléés l'un l'autre, ils auraient été en harmonie les deux unités, et on n'aurait pas eu deux unités, dont une qui est tellement forte qu'elle vient remplacer l'autre complètement sur le champ de bataille. Voilà ce que je pensais qu'il y aurait. Et lorsque... Bon, déjà, ça n'a pas été ça, mais j'étais pas déçu. Je me suis dit, bon, bah, ils ont proposé autre chose. Et lorsque j'ai vu ce qu'ils ont proposé à la place, je me suis dit, mais c'est pas autre chose, c'est à la place. C'est remplacé. Voilà, j'étais pas content. Pas content du tout. Bon, ensuite viennent les deux... Ah non, d'abord, on a la Célestar Ballista. La Célestar Ballista, c'est l'arme de tir, l'arme de... comment ça s'appelle? Alors c'est marrant, c'est pas marqué là. C'est pas un mot-clé, artillerie? Est-ce que c'est un mot-clé, artillerie? Alors c'est un rôle tactique. C'est un rôle tactique, mais ce n'est pas un mot-clé. D'accord. Alors donc, la Célestar Ballista, c'est l'artillerie, elle coûte 110 points. La figurine, elle a un mouvement de 3, bah oui, elle se traîne, mais forcément c'était l'artillerie. Sauvegarde avec elle+, blessure 7. Donc en fait c'est 5 en gros. Le véhicule coûte 3 points de vie, et puis on a deux bonhommes qui l'accompagnent, qui ont chacun 2 points de vie, mais tout est considéré comme étant une seule figurine. Hein. Tout est considéré comme étant une seule figurine. Pour ça il y a 4 attaques, parce qu'en fait il y a 2 figurines de bonhomme, mais enfin, une seule figurine, c'est une unité. Voilà, on conçoit le truc en étant une unité. Alors, petit truc sympa, à la phase de tir, si cette unité est à couvert, ajoutez 2 à ses jets de sauvegarde pour le couvert au lieu de 1. Toujours pratique. Chaîne d'éclair, chaque fois que les traits de Célestar de cette unité obtiennent une touche, l'attaque inflige D6 touches au lieu de 1, et ça, c'est ce qui nous intéresse. Donc c'est une arme polyvalente, à chaque tour on choisit l'un des 2 types de tir. C'est pas un armement où vous devez en fait concevoir la baliste au début lorsque vous montez la figurine. Non, il y a une figurine et en fait à chaque phase de tir vous choisissez le type de tir qui va être effectué avec. Soit vous effectuez un tir avec une portée de 36 en 3+, perforation 2. 1 dégât, soit vous effectuez 4 tirs avec une portée de 18, en 5, avec toucher 5+, blessure 3+. Alors, moi personnellement, je tire systématiquement, je fais systématiquement le format portée 36, un tir en 3+. Parce que, donc en fait, vous faites 3+, vous faites un tir, à partir du moment où vous réussissez, vous saisissez votre 3+, vous faites donc D6 touches. Donc voilà, après il y a D6 tirs à blesser. Et là, vous me dites, bah oui, mais 4 tirs, donc ça fait... À partir du moment où vous avez touché sur votre 5+, après, vous lancez au nombre de dés et en D6. Et dit, je suis tout à fait d'accord. Mais en fait, j'ai tellement pas de chance avec les dés que je suis absolument certain que sur mes 4 dés, il n'y en a aucun qui vont faire 5. Ça, c'est moi. Voilà. Je sais que beaucoup de gens le jouent en format... ce format-là est tout à fait viable. Ce format portée 18 attaque 4 tirs. Et dès qu'ils sont à 18 pouces, ils le font parce que c'est ce qui est le plus intéressant. Et c'est vrai. C'est vrai. Les 4 tirs 5+, qui font D6 touches chacun, sont tout à fait... c'est tout à fait viable. C'est même carrément intéressant. Moi, je préfère jouer safe parce que, voilà, je sais que j'ose pas prendre le risque. Je suis pas trop gamble. Donc je fais tout le temps le tir unique, mais le tir rapide est tout à fait viable et c'est une très bonne unité d'artillerie à 110 points. Alors après, il faut savoir quelque chose d'important et je veux bien qu'on me l'explique. L'unité de Célestar Ballista est une unité et ne peut être qu'une unité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une unité à 110 points et taille d'unité max 1. Donc je ne comprends pas comment les gens font dans le bataillon qui met en valeur la Célestar Ballista, où du coup, où en fait on peut... Et comment les gens ils font pour mettre plusieurs Célestar Ballista dans ce bataillon, alors que c'est marqué une Célestar Ballista, une unité dans le bataillon.
Donc je comprends pas comment les gens ils arrivent à mettre 2, 3 Célestar Ballista dans ce bataillon. Faut m'expliquer ça, s'il vous plaît. Dans les commentaires, expliquez-moi comment ça fonctionne, parce que je comprends pas. C'est pas possible. Mettre sur papier, c'est pas possible. Bref. Bref, quoi qu'il en soit, moi j'en joue une dans mon armée. Et c'est bien. Elle vaut toujours son coup en points. Elle est toujours très bien. Voilà. Voilà, c'est une bonne unité. Vous pouvez la jouer. C'est une bonne unité de tir. Viennent les deux unités qui, pendant très longtemps, ont fait que les... alors, où est-ce qu'est la version à pied je vais les prendre là. Les évocators. L'unité qui, pendant très longtemps, a fait que les Stormcast Eternal ne sont pas tombés dans le gouffre, dans le fin fond du gouffre des armées qui tenaient pas la route à l'époque où le tir était pas suffisant pour permettre aux Stormcast de tenir la route, parce que c'était une armée qui était en fait un peu trop chère. À l'époque avant qu'ils aient leur baisse en points, qui les rendent tout à fait viables, et que le tir revienne au devant de la scène, à l'époque où le tir n'était pas assez viable, et où leurs troupes de choc étaient trop chères, c'était ces troupes-là qui ont permis, les évocateurs sur Dragon Line et les évocateurs à pied, qui ont permis aux Stormcast de tenir la route. Alors, les évocateurs, c'est une unité qui coûte... qui vaut son pesant d'or en points. Ils ont quand même baissé un peu. Alors, les évocateurs valent 210. À l'origine, quand ils sont sortis, ils en valaient 240. Et les évocateurs sur Dragon Line valent 260 points. Et quand ils sont sortis, ils valaient 300 points. Il me semble. Mais bon, peu importe. Aujourd'hui... Donc les évocateurs à pied, je le redis, je les ai déjà perdus de vue. Voilà, 210 points. 210 points, donc 5 figurines à 210 points. Ils sont tellement forts. Que, en fait, c'est 210 points. C'est 10 points de différence avec les rétributeurs, les paladins rétributeurs qu'on a vus tout à l'heure. Il y a 2h30. Il y a 2 heures. Il y a 2 heures, qu'on a vu il y a 2 heures. En fait, cette différence de 200 points, de 10 points, fait que les évocateurs, fait qu'encore aujourd'hui, on a du mal à sortir les paladins sur le champ de bataille. Parce que les évocateurs, pour 10 points de plus, sont beaucoup plus forts. Bon, alors déjà, c'est couillon, mais ils ont le mouvement de 5 et pas le mouvement de 4. Et plus 1 point de bravoure. L'autre truc, alors on les joue systématiquement en lame tempête et sceptre d'orage. En fait, soit on les met en un grand sceptre, soit on les joue en lame tempête et sceptre d'orage. Et en fait, on les met tout le temps en lame tempête et sceptre d'orage, parce qu'ils ont plus une attaque et une perforation de 1. Et en fait, cette perforation de 1, elle est beaucoup plus intéressante que portée de 2-3 attaques et dégâts 2. Ce 4 attaques, avec cette perforation de 1, est plus intéressant que ce dégâts 2. Mais l'option se pose, la réflexion, effectivement, 3 attaques, ça fait 6 dégâts, alors que 4 attaques, ça fait que 4 dégâts, donc ça fait 2 dégâts de différence. Ouais, mais la perforation de 1 fait que vous allez... ça démultiplie tellement les chances de toucher, enfin d'infliger le dégât, que l'adversaire rate sa sauvegarde. Voilà, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'il y a de très très particulier chez eux? Tout simplement, déjà, les arcs de foudre céleste qui en font une unité terriblement létale. Alors, bon déjà, on dit vite fait, l'évocateur prime, le champion, il a plus une attaque, donc là, alors en plus, c'est 4 attaques figurines. Ah oui, mais c'est ça, c'est 4 attaques figurines. Vous vous rendez compte, on a 5 figurines, 4 attaques figurines. Il tape tellement. Ça fait 21 attaques. C'est énorme. C'est, à côté, pour 10 points de moins, les paladins rétributeurs, on a vu, ils faisaient 14 attaques.
au mieux avec les D3 blessures mortelles des 2 masses d'Astérie, donc ça fait à peine 20. Ah oui, ça fait 20. 20 attaques. Mais c'est en D3 blessures mortelles. Non. Les évocateurs, et encore, là du coup on n'a pas parlé des arcs de foudre célestes. Vous pouvez relancer les jets de sauvegarde de 1 pour l'attaque effectuée par les armes de projectiles qui ciblent cette unité. Ok, donc ça veut dire que de base, eh ben, ils ont l'aptitude de base des paladins protectors, ou des fulminators, ceux qui sont sur leur dracote. En outre, chaque fois que cette unité attaque, après que toutes ces attaques ont été résolues, vous pouvez choisir une unité ennemie à 3 ou moins de cette unité. Si vous le faites, jetez 2 dés pour chaque figurine de cette unité. Pour chaque jet de 4+, l'unité subit une blessure mortelle. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, vous avez 5 figurines, vous allez jeter 2 dés par figurine, donc vous allez en jeter 10, 4+, c'est 50%, donc vous allez infliger 5 blessures mortelles supplémentaires. Voilà. C'est-à-dire que nos paladins rétributors qui infligeaient au mieux 14 points de dégâts et 6 blessures mortelles, et ben eux, au mieux, ils infligent 21 points de dégâts et 5 blessures mortelles. En moyenne, au mieux, ils infligent 10 blessures mortelles. Et ils valent que 10 points de plus. Et on n'a pas fini. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont tellement au-dessus. Ils sont tellement au-dessus, les évocateurs. Ils sont tellement forts. Et en plus, ils ont une meilleure bravoure. Et en plus, ils se déplacent plus vite. Et enfin, ils ont leur fameux truc essor. Essor à une... Donc, ils ont le fait qu'ils soient des magiciens. Tant qu'il y a au moins 2 figurines dans l'unité, ils peuvent lancer et dissiper un sort à chaque tour. Et le sort qu'ils peuvent lancer, c'est Rédempteur. C'est Essor. Essor a une valeur de lancement de 6. S'il est lancé avec succès, choisissez une unité Rédempteur ou Sacro-Sainte. Donc Rédempteur, c'est soit les Libérators, soit les Séquitors. Sacro-Sainte, c'est tous les Sacro-Saintes qu'on a vus. L'unité doit être entièrement à 12 ou moins de l'unité d'Évocator. Jusqu'à votre prochaine phase 0, vous pouvez relancer les jets de blessures ratées pour les attaques effectuées par l'unité choisie. Relancer les jets de blessures ratées, c'est tellement rare, c'est tellement bien. Et toujours, pour 210 points, on a une unité qui peut contrer la magie, qui peut lancer un sort. Et en plus, maintenant, ils ont leur propre domaine de magie où ils peuvent choisir 3 autres sorts. Enfin, ils ont 3 sorts supplémentaires qu'ils peuvent choisir à la place de les sorts. Donc en plus, vous avez de la variété. Cette unité, elle est tellement bien. Elle est tellement bien. Pour 210 points. Ce ne sera jamais une erreur, si jamais vous avez un doute, ce ne sera jamais une erreur d'avoir une unité d'évocateur dans votre armée. À part si vous êtes parti sur une stratégie très particulière, qui ne permet pas de dépenser 210 points pour ça. Mais cette unité, elle est tellement facile à rentabiliser, elle est tellement efficace. Si vous ne savez pas quoi mettre comme troupe de choc dans votre armée, vous mettez vos 5 évocateurs. Il n'y a pas de problème. Moi, il y a une période, j'en avais 10. Donc, voilà. Voyons voir quelle est la différence avec les Draconline. Donc, les Draconline, on a le même concept, lame tempête et sceptre d'orage ou grand sceptre. C'est la même chose. Personnellement, moi, je recommande toujours de jouer avec la combinaison lame tempête et sceptre d'orage. Bon, la grosse différence, déjà, c'est qu'on passe d'un mouvement de 6 à un mouvement de 12, et qu'on passe de 3 blessures à 5 blessures. Forcément, c'est des troupes montées. Qu'est-ce que ça fait d'avoir... Donc, en gros, ils font tout pareil que ceux à pied. La différence, c'est qu'ils valent 50 ou 60 points plus cher, je sais plus. Bon, ils valent 50 points plus cher, on va dire. Ils valent 260 ou 270 points. Bref. Qu'est-ce que ça leur apporte? Qu'est-ce que ça fait qu'ils soient plus chers? Parce qu'on a 3 figurines et plus 5. Qu'est-ce que ça fait du coup comme différence? La grosse différence, ça fait qu'on a moins de chances de faire nos dégâts nos petites blessures mortelles avec les arcs de foudre, parce qu'on a 3 figurines et plus 5. Donc qu'est-ce que ça apporte d'avoir nos
nos Dragon Line. D'abord, nos attaques aux griffes monstrueuses. 3 attaques en 3+, 1 dégât. Donc ça fait 9 attaques au total, parce qu'on a 3 Dragon Line de base. Donc ça nous rajoute 9 attaques. C'est-à-dire qu'en fait, on a perdu 2 gars. Non mais faisons le calcul. On a perdu 2 gars, ça faisait 8 attaques. Donc là, en fait, on a juste gagné une attaque. On a gagné une attaque, et on a perdu 4 chances de faire une blessure mortelle. Là, je sais pas si pour une attaque au corps à corps, là, je sais pas. Bon, alors qu'est-ce qu'on a? On a rugissement sur les naturels. Sous-estrayé 1, la caractéristique de bravoure des unités ennemies tant qu'elles sont à 3 au moins d'un ou plusieurs dracons amis. Bon, c'est-à-dire qu'en fait, l'unité au corps à corps avec eux, eh ben, elle a -1 en bravoure. Ok. Et on a bon tonitruant. Vous pouvez relancer les jets de charge pour cette unité. En outre, la caractéristique de dégâts pour les griffes monstrueuses de cette unité est D3 au lieu de 1 si cette unité a effectué un mouvement de charge en même temps. Bon, en gros, on a une aptitude qui nous permet de nous assurer de réussir notre charge, en gros. Hein, et du coup, dans ces conditions-là, à ce moment-là, si on charge, eh bien, ça devient intéressant. C'est-à-dire qu'en gros, cette unité, qui coûte plus cher, hein, qui coûte beaucoup plus cher comparativement aux évocateurs, hein, eh bien, n'est intéressante que si elle a chargé. Donc, mon point de vue, c'est prenez 5 évocateurs et à côté, on va être sûr et certain, hein, on a 50 points de différence. Ah, voilà, c'est facile, 50 points. Vous prenez vos évocateurs, et à côté de vos 50 points, soit vous prenez 3 Aetherwing à 40 points, soit vous prenez tout simplement un point de commandement à 50 points, soit vous faites rentrer, vous avez 50 points pour faire rentrer n'importe quelle autre unité dans votre liste d'armée, parce qu'il vous faut 50 points pour faire rentrer d'autres unités. Franchement, ils ont la classe. Ils ont la classe. Ils sont juste moins intéressants. Parce que les évocateurs à pied sont tellement bien. Parce que 200 points, c'est tellement rien pour tout ce qu'ils font. Et eux, ils font pareil. C'est juste qu'ils sont 3. Et voilà, ils sont 3. Et il n'y a pas de raison qu'ils soient 3. C'est tout. Ils pourraient être 5. Voilà. Donc, les évocateurs sont vraiment bien. Alors on a un errata sur les évocateurs. On a un errata. Remplacer la deuxième phrase de la règle par « en outre », après que cette unité a été choisie pour combattre pour la première fois une phase après que le briseur de Maximum Stormsire. Oui, c'est ça. Alors, la règle, c'est... Alors, en outre, chaque fois que cette unité attaque, après que toutes les attaques ont été résolues, vous pouvez choisir une unité à 3 au moins. Et là, c'est en outre, après que cette unité ait été choisie pour combattre pour la première fois lors d'une phase, après que toutes les attaques ont été résolues. Ah oui, c'est pour la première fois. C'est-à-dire qu'effectivement, il peut y avoir des sorts, des situations, tout ça, où on peut permettre à l'unité d'attaquer une deuxième fois. Bon, c'est pour dire qu'à ce moment-là, elle ne peut pas à nouveau utiliser ses arcs célestes. Oui, d'accord. Il n'y a pas ces arcs de foudre céleste. Bien sûr, on ne le fait qu'une fois par phase de combat. Oui, c'est un petit garde-fou pour dire non. Avant, c'était chaque fois que cette unité attaque. Mais en fait, on veut dire chaque fois que cette unité attaque au cours de la partie, pas à chaque round. Bien entendu. Oui. Il faut pas abuser. Hein. C'est une fois par phase de combat, pas systématiquement. Si vous avez un moyen de faire attaquer cette unité plusieurs fois, vous cumulerez pas les arcs de foudre céleste. Ouais. L'autre truc qui aurait pu être dit, c'était de dire à la fin de la phase de combat. À la fin de la phase de combat, quand tout a été résolu, voilà, vous faites le truc. La différence, c'est qu'en fait, de dire que c'est à la fin de la phase de combat,
votre unité d'évocateur, elle aurait pu perdre des unités, des figurines. Alors que là, c'est immédiatement, là, vous activez l'unité, ça, ceux qui sont... toutes les figurines qui sont présentes peuvent agir. Eh bien, on en voit le bout. Et on va arriver avec nos derniers War Scroll, nos derniers War Scroll des Stormcast Eternal. Et nos derniers War Scroll, ce n'est pas un bâtiment, parce que les bâtiments n'ont pas de War Scroll. Pour l'instant, j'ose espérer qu'un jour ils auront des War Scrolls, parce que c'est quelque chose que je développerai une autre fois. Peut-être que j'ai déjà fait, mais là, il commence à être tard et je pense que vous en avez marre. Passons donc aux trois sorts spéciaux des Stormcast Eternal. On va commencer par le sort le plus populaire, qui est l'Everblaze Comet. L'Everblaze Comet, qui coûte, je crois... Alors, il coûte à l'époque 100 points. Est-ce qu'il coûte toujours 100 points? Il coûte toujours 100 points. Donc, alors, l'Everblaze Comet, c'est ce joli truc, qui est donc sur un socle de 50 mm ou de 60 mm, ça fait une différence. Hein. Là, en l'occurrence, ça va faire une différence, il faut le vérifier. Attendez, ça sera marqué là. Description. 65 mm. Donc, c'est ça. Deux socles ronds de 65 mm. Donc lui, il est sur du 40 mm, j'imagine, et eux, ils sont sur du 65 mm. Donc on est sur du socle héroïque, en fait, du socle héroïque monstrueux. Donc c'est par exemple... les héros qui sont accompagnés d'un chien ou un truc comme ça, ils sont sur ce type de socle. Voilà. Ceux qui ont des toutous en laisse. Ben voilà, donc ça, voilà, c'est de l'héroïque monstrueux. Donc voilà, donc ça, c'est le socle de l'Everblaze Comet. Donc c'est un gros socle, hein, c'est du socle, c'est plus grand que... Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc, l'Everblaze Comet donc ne peut être invoqué que par un sorcier Stormcast sur un lancement de 6. Donc 6, ça va, c'est pas élevé. Et ça a une portée de 36 pas. Donc c'est bien, 36, ça peut couvrir toute la map. Après que cette figurine a été placée, jetez un dé pour chaque unité à 10 pouces ou moins de cette figurine. Sur 1 ou 2, l'unité subit une blessure mortelle. Sur 3 ou 4, l'unité subit des 3 blessures mortelles. Sur 5 ou 6, l'unité subit 3 blessures mortelles plein. Alors, pourquoi c'est bien? Pourquoi c'est bien? C'est-à-dire que déjà, il n'y a pas de chance, il n'y a pas de risque que de échapper aux blessures mortelles. 10 pouces autour de 6,5 d'un socle qui fait 6 cm 5, c'est large. Ça fait vraiment une surface, vous voyez, qui est assez large. Hein, d'accord? En outre, au début de chaque round de bataille, jetez un dé pour chaque unité à 5 ou moins de cette figurine. Sur 1 ou 3, l'unité subit une blessure mortelle. Sur 4 ou 6, l'unité subit des 3 blessures mortelles. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, vous balancez votre truc, il bouge pas. Hein, c'est pas un sort prédateur, il ne bouge pas. Et vous pourrissez la zone à l'adversaire jusqu'à la fin de la partie tant qu'il ne fait pas dépop le sort. Sachant que tout sorcier qui est à 5 ou moins de cette figurine, on lui soustrait 1 à ses jets de lancement. Et donc pour 100 points, c'est juste génial. C'est tellement fort. Pride le disait sur Fresh One Game Studio, c'est tellement fort que les gens qui jouent Order prennent un Knight, un Cantor, donc à 120 points, ou 140, ou 130, 140, je sais plus, parce qu'il c'est un bon sorcier et que il a son fameux parchemin anti-magie, et ils prennent 100 points en plus pour que ce gars lance l'Everblaze Comet. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui jouent Order, eh ben, dans leur stratégie, dans leur liste d'armées générale, eh ben, ils prennent en compte qu'ils ne sont pas sur une armée à 2000 points, ils prennent en compte qu'ils sont sur une armée qui est à peine 800 points, à 1780 points, parce qu'il faut faire rentrer la comète et son lanceur de sorts. C'est incroyable, à tel point c'est un bon sort. Et c'est très bien qu'il n'ait pas baissé, hein, 100 points, il vaut ses 100 points. C'est très très bien. On le laisse à 100 points.
Ensuite vient le Deus Arcanum. Toujours, hein, on est en ordre de popularité. Le Deus Arcanum, donc c'est un sort, lancement sur un 6, donc c'est facile à lancer, qui n'ont pas une caractéristique... Alors, seuls les sorciers Stormcast Eternal qui n'ont pas une caractéristique de blessure de 6 ou plus, et qui ne font pas partie d'une unité de 2 figurines ou plus, et qui ne sont pas sur un Deus Arcanum, peuvent tenter de lancer ce sort. En fait, si vous êtes déjà sur ce sort, vous ne pouvez pas tenter de le relancer immédiatement. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il soit avoir une caractéristique de blessure de 6 ou plus, et qu'en fait, tout simplement... ça ne peut pas être lancé par Averon Stormseer, qui est accompagné de 2 figurines. Averon Stormseer, c'est le Knight Incantor qui est nommé avec ses 2 copains. On avait vu que c'était inintéressant, impossible de le jouer, malheureusement, même si c'est une jolie figurine. Les jolies figurines jouent en fait des Knight Incantor normaux. Et aussi, vous ne pouvez pas le lancer en étant un sorcier monté, tout simplement. Voilà. Voilà, il faut que en gros, votre sorcier, il est sur son socle de 40 mm, et c'est pour lui. Donc ensuite, qu'est-ce que ça fait de pouvoir lancer ce truc-là ? S'il est lancé avec succès, vous placez une figurine de Deus Arcanum à 1 ou moins des lanceurs, et à plus de 3 de toute figurine ennemie, puis vous placez le lanceur dessus. Tant que le Deus Arcanum reste sur le champ de bataille, le Deus Arcanum et le lanceur sont traités comme une seule et même figurine. Utilisant la charte d'unité du lanceur, en plus des règles de sort persistants, ils sont traités comme une figurine ennemie par l'armée du joueur adverse. Donc le Deus Arcanum, même si c'est un sort persistant, en tant que sort persistant, ce n'est pas un sort prédateur, il ne peut pas, même s'il se déplace, il ne peut pas être pris contrôle par l'adversaire. Le Deus Arcanum a une caractéristique de mouvement de 12 et peut voler. Donc l'intérêt, c'est que vous mettez sur votre bonhomme, votre sorcier, il devient volant et il se déplace à 12. Si une figurine de Deus Arcanum s'est tuée, si le sorcier il se fait tuer, le Deus Arcanum, il dépop immédiatement. Si le Deus Arcanum est conjuré, parce que c'est un sort persistant, il peut être conjuré, placer la figurine entièrement à 6 ou moins du lieu de disparition du Deus Arcanum à plus de 3 de l'ennemi. Ok, donc ça c'est facile. S'il est impossible de placer cette figurine pour une raison ou pour une autre, elle est tuée, d'accord, ok. Bon, on se débrouillera toujours pour placer intelligemment notre figurine de Deus Arcanum pour ne pas que son porteur puisse se faire tuer. Enfin, son sorcier. Alors, outre le fait de voler et de se déplacer à 12, qu'est-ce que ça nous apporte ? Tant qu'une figurine est sur un Deus Arcanum, elle peut tenter de dissiper un sort supplémentaire à chaque phase de héros, ok. Donc, oui, ok, ça fait plus un sort à dissiper. En outre, ah oui, mais bien sûr, le sorcier lui-même peut conjurer son propre Deus Arcanum immédiatement en permanence quand il le veut. Pas de problème. Vandazir, tant qu'une figurine est sur un Deus Arcanum, ajoutez 1 au jet de sauvegarde pour les... Oui, ok, donc elle a un +1 en sauvegarde et elle peut dissiper un sort supplémentaire. Écoutez, c'est un sort qui ne coûte que 30 points. Et c'est pour ça qu'il est populaire et qu'il est joué. Parce que, en fait, quand on arrive à la fin de notre liste d'armée, qu'il nous reste 30 points, à 30 points, il n'y a rien d'autre qui rentre dans notre armée. Personnellement, je préfère jouer n'importe quel autre sort persistant qui coûte 30 points que celui-là. Parce que, en fait, je m'en fous, en gros, qu'il puisse voler, mon sorcier, et qu'il ait un mouvement de 12. Je fais en sorte que mon sorcier soit toujours protégé par des unités autour. D'accord ? Effectivement, c'est pratique de pouvoir dissiper un sort supplémentaire, mais il y a un autre sort persistant qui permet de faire ça, et qui coûte moins cher encore. Et ce sort, c'est... Excusez-moi, on est dans les pros... Attendez, il est où ? Il est après les profils. Ah là, c'est ça. Et ce sort, c'est le Malvent Maelstrom. Et il coûte que 10 points. Et le Malvent Maelstrom, il coûte que 10 points parce que personne ne le joue. Mais en vrai, c'est un très bon sort. Et je peux vous dire que une fois où j'ai joué contre un City of Sigmar armé Hallowheart, et ben c'est ce sort qui m'a permis de pas me prendre une déculottée. Donc
Malevolente Maelstrom, c'est un sort intéressant. Surtout aujourd'hui où on a une méta où la magie est très présente. Eh bien, je préfère jouer le Malevolente Maelstrom à 10 points que le Deus Arcanum à 30 points. Voilà. Ensuite, à 30 points, on a plein de trucs vachement bien. La Prismatique Palissade, c'est vachement bien. Moi, la Prismatique Palissade, je le joue dans quasiment toutes mes armées. Voilà. Et il ne me viendrait absolument pas à l'idée de jouer le Deus Arcanum à la place. On a la Ravenstig Gnashingjo, la Ravnak Gnashingjo, les Quicksilver, le Suffocating Gravetide à 20 points. Vous pouvez, à la place de prendre ça, prendre donc le Malevolent Maelstrom, qui est donc un sort prédateur que vous balancez chez l'adversaire et qui vous permet en fait de conjurer des sorts, de relancer vos conjurations de sorts chez lui, et le Suffocated Gravetide, qui va avoir un effet à peu près similaire à la Prismatique Palissade, dans le fait qu'en fait ça va faire quelque chose qui va prendre de la place sur le champ de bataille et qui va gêner les déplacements de l'adversaire. Bon, ça va pas avoir le principe de bouger les lignes de vue comme le fait la Prismatique Palissade, et qui est très pratique aujourd'hui dans une armée, dans une partie de jeu où on a beaucoup de magie et de tir. Mais par contre, en fait, l'intérêt aussi, c'est que c'est un sort persistant qui est un peu large et qui du coup va gêner les déplacements de l'adversaire. Et ben, je préfère largement jouer cette combinaison de sorts persistants que celui-là. Alors vous me direz, celui-là c'est un sort, l'autre c'est 2 sorts. Je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord. Mais voilà. Voilà ce que j'en pense. Donc, moi je ne vous suggère pas spécialement de le jouer. Vient ensuite le Celestian Vortex. Le Celestian Vortex qui coûte aussi 30 points. Et il coûte 30 points... Pardon. Je crois qu'il a été mis à jour. Il a baissé son coût en points. C'est ça. Avant, je crois qu'il valait 40 points ou 50 points. Et maintenant, il coûte 30 points. Donc le Celestian Vortex, c'est cette figurine... Il y en a marre de ces marteaux. Il y en a marre de ces marteaux. Et en vrai, ça aurait été un vortex avec plein d'éclairs, les éclairs de Sigmar et tout ça, ça aurait été trop stylé. Ça aurait été trop stylé. Et non, c'est des marteaux. Bon, écoutez. C'est un sort prédateur qui peut se déplacer de 8 et qui vole. Il donc se fait lancer sur du 6, donc le 6 on le sait, voilà, j'arrête pas de le dire, c'est facile à lancer. S'il est censé lancer avec succès, vous le posez entièrement à 12 ou moins du lanceur. Lorsque cette figurine est placée, le joueur qui l'a placée peut immédiatement le déplacer de 8. Après avoir déplacé cette figurine, vous pouvez choisir une unité ennemie à au moins de cette figurine et jeter 12 dés pour chaque jet de 6+. L'unité subit une blessure mortelle, l'unité subit chaos, c'est sur du 5+. Donc en vrai, 12 dés à 6+, ça veut dire qu'en fait vous faites 2 blessures mortelles. Voilà. Soustrayez 1 au jet de touche pour les attaques effectuées par des armes de projectiles utilisées par les unités tant qu'elles sont à 6 ou moins de cette figurine. En fait, c'est pour ça que c'est le plus utile ce truc. Pour 30 points, vous gênez les tirs à distance de l'adversaire. Donc en fait, pour 30 points, vous prenez la compétence qui est bien pratique de l'unité de Tempestor. Voilà. Sur un socle qui est plus petit. Parce qu'en vrai, les dégâts... Ouais, c'est l'unité à 1 pouce du truc. Voilà. Bon bah voilà pourquoi on le joue pas. Ce truc. Même pour 30 points, on le joue pas. Mais à la limite, pour 30 points, on préfère prendre le Deus Arcanum. C'est plus intéressant. On permet à notre gars d'avoir une meilleure résistance à la magie. Et en plus, si jamais il est dans la merde, il peut se déplacer, il a une meilleure sauvegarde. Ça apporte une meilleure survivabilité à notre sorcier. Voilà. Celestian Vortex. La figurine est sympa, mais elle aurait pu être bien mieux. Je trouve. Soyons honnêtes, le Celestian Vortex, je trouve qu'il est moche. On dirait un Pog. Un Beyblade. Je trouve qu'il est moche. Je suis désolé. J'aime pas dire ça des figurines en général. Mais je trouve qu'elle est pas très intéressante. Je trouve que cette figurine n'est pas très intéressante. Donc voilà.
Voilà, voilà. Bon, bah, on a fait le tour. On a fait le tour, enfin, de toutes ces figurines. Ça fait 3 heures, un peu moins de 3 heures. On a fait le tour de toutes les unités. La semaine prochaine, on peut se retrouver donc sur ma chaîne Twitch ici à 20h30. Et cette fois-ci, on parlera cette fois-ci des traits de bataille. On parlera donc des traits de bataille. On parlera des des sorts, de la magie, des congrégations, je sais plus comment ça s'appelle, là, les chambres, tout ce que vous voulez, là, j'ai oublié comment ils appelaient ça. Les trucs, là, hein, comment ils appellent ça? Les Stormhosts. Les Stormhosts, les hosts, c'est ça, les hosts. Et puis, on parlera des bataillons, on parlera de tout ça, et puis quelque chose qu'on fait jamais, je parlerai du format de jeu de bande, qui est, je trouve, un format hyper intéressant. Le tableau de bande, le format de jeu, en fait, escarmouche, qui est un format qui est très sympa. Voilà, et normalement, tout ça fera que on pourra également prendre quelques minutes pour parler de liste d'armée. Et puis, bon, bah, j'ose espérer que la semaine prochaine, je ne serai pas tout seul devant mon écran. Et qu'il y aura une ou deux personnes au moins avec moi sur le chat pour interagir. Parce que c'est à partir de là, je pense qu'on aura l'intérêt d'avoir de l'interaction. Bon, j'aurais bien aimé qu'il y ait du monde et tout ça, mais je me dis que ça se fera, ça se fera de semaine en semaine. Voilà. Et puis quand j'aurai... La semaine prochaine, donc on fait ça. Et puis on aura terminé normalement de faire le tour sur les Stormcast actuels. Et après ça, eh bien, je pense que on fera les... On pourra faire... oui, non, mais je sais ce qu'on fera les Slave to Darkness. On fera les Slave to Darkness. Et voilà. Et voilà. Je sais pas encore ce que j'étais en train de réfléchir en me disant qu'est-ce que je pourrais faire après, mais on n'y est pas. On n'y est pas. Déjà, faisons la semaine prochaine, finissons les Stormcast la semaine prochaine, et après on fera les Slave to Darkness qui nous amènent déjà donc dans un mois. Donc voilà. Je vous remercie pour votre attention. Je sais, ça a duré 3 heures pleines pour parler uniquement des unités de Stormcast, mais je voulais rentrer un petit peu dans leurs détails. En même temps, je raconte toujours plein de choses, j'arrête pas de parler. Je peux vous dire que là, j'ai la gorge qui est bien sèche. Je vous remercie à nouveau pour votre attention, si vous êtes arrivé jusque-là. Également, le principe, c'est comme je vous dis, hein, voilà, ça vous fait quelque chose à écouter pendant que vous peignez, pendant vos longues soirées ou vos longues après-midi de modélisme. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne continuation dans vos activités. Et à très bientôt, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou sur cette chaîne Twitch, où j'essaye d'être en live tous les jours, plutôt sur des jeux de Game Workshop. Et quoi qu'il en soit, le dimanche soir pour la peinture et le mercredi soir pour l'analyse de Battletome. Ciao, ciao!